Avant que nous commençons, n'hésitez de mettre un pouce bleu et abonne-toi et c'est parti. Préface. Depuis l'aube de l'humanité, le bonheur est l'un des plus grands mystères de l'existence. Philosophes, poètes, religieux et penseurs de toute époque ont tenté de répondre à une question universelle. Qu'est-ce qui rend vraiment l'être humain heureux? Est-ce une quête intérieure, liée à la paix de l'âme et à la connaissance de soi, ou bien une recherche extérieure, tournée vers les relations humaines, les richesses et les plaisirs de la vie? Ce livre a pour objectif d'explorer ces deux dimensions du bonheur. Il ne cherche pas à imposer une vérité unique, mais plutôt à guider le lecteur dans une réflexion personnelle, nourrie de philosophie ancienne, de témoignages modernes et d'exemples concrets. Nous vivons dans une époque où l'homme est constamment partagé entre son désir de posséder davantage et son besoin de trouver une sérénité intérieure. C'est pourquoi il est essentiel de réexaminer ce dilemme avec un regard nouveau. Ce voyage littéraire est à la fois une invitation à l'introspection et une ouverture vers le monde extérieur. Nous espérons que chaque lecteur y trouvera matière à réfléchir et, peut-être, un pas de plus vers sa propre définition du bonheur. Introduction. Le bonheur, ce mot simple mais chargé d'émotions, traverse toutes les cultures et toutes les époques. Pour certains, il se trouve dans la richesse et la réussite matérielle. Pour d'autres, il réside dans la paix intérieure, la méditation, ou encore dans l'amour et les relations humaines. Mais une question demeure, le bonheur se trouve-t-il à l'intérieur de nous-mêmes ou doit-il être recherché à l'extérieur? La société moderne, marquée par la mondialisation et les technologies, semble nous pousser vers une quête incessante de plaisir et de biens matériels. Pourtant, de nombreuses voix s'élèvent pour rappeler que le bonheur véritable ne peut être acheté ni possédé. Il réside dans la manière dont nous vivons le moment présent, dans notre capacité à être en accord avec nous-mêmes et avec les autres. Ce livre se propose donc d'explorer ces deux chemins, celui du bonheur intérieur et celui du bonheur extérieur. À travers des réflexions philosophiques, des analyses psychologiques et des exemples concrets, nous tenterons de répondre à cette question éternelle, car au fond, chercher le bonheur, c'est peut-être déjà commencer à le trouver. Le bonheur intérieur dans la philosophie antique. Depuis l'Antiquité, les penseurs ont interrogé la nature du bonheur et les moyens d'y accéder. La philosophie grecque, en particulier, a offert une réflexion profonde sur le rôle de l'intériorité dans la quête du bien-être. Platon, Aristote, Épicure et les stoïciens ont, chacun, à leur manière, posé les bases d'une réflexion encore d'actualité. Pour Platon, le bonheur réside dans l'harmonie de l'âme. L'homme véritablement heureux est celui qui parvient à équilibrer ses désirs, sa raison et son courage. Dans son œuvre majeure, La République, il explique que l'âme humaine doit être ordonnée et guidée par la sagesse. Cette vision met en avant l'idée que le bonheur n'est pas à chercher à l'extérieur, mais dans une discipline intérieure. Aristote, pour sa part, parle de eudaimonia, souvent traduite par épanouissement ou vie bonne. Selon lui, le bonheur est l'accomplissement de la nature humaine par l'exercice de la vertu. L'homme doit cultiver des qualités morales, la justice, le courage, la tempérance, pour atteindre la plénitude. Le bonheur n'est pas une émotion passagère, mais un état durable, fruit d'une vie vertueuse. Épicure, souvent mal compris, ne prône pas la recherche effrénée des plaisirs, mais la modération. Pour lui, le bonheur se trouve dans l'absence de douleur et de troubles. La véritable joie naît d'une vie simple, entourée d'amis et exempte de craintes inutiles, notamment celles liées à la mort et au Dieu. Son enseignement reste une invitation à se libérer des désirs vains pour se concentrer sur l'essentiel. Les stoïciens, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, voient le bonheur comme une sérénité intérieure face aux épreuves de la vie. Ils enseignent que l'homme ne doit pas chercher à contrôler le monde extérieur, mais seulement sa propre attitude. Ainsi, même dans l'adversité, il peut trouver la paix intérieure en acceptant le cours naturel des choses. Ces différentes visions antiques montrent que le bonheur intérieur repose sur la maîtrise de soi, la sagesse et la vertu. Loin des biens matériels et des plaisirs superficiels, il s'agit d'un chemin de discipline personnelle et de réflexion profonde. Ces idées, bien que vieilles de plusieurs siècles, inspirent encore aujourd'hui ceux qui cherchent une forme durable de bien-être. Spiritualité et religion, le bonheur intérieur selon l'islam, le christianisme et le bouddhisme. La quête du bonheur n'est pas seulement une préoccupation philosophique, elle est également au cœur des grandes traditions religieuses. Chaque religion propose une voie vers le bien-être et la sérénité intérieure, fondée sur des valeurs spirituelles et des pratiques de vie. Dans ce chapitre, nous allons explorer 3 traditions majeures: l'islam, le christianisme et le bouddhisme. Chacune, avec sa vision unique, offre des clés pour comprendre comment le bonheur peut être trouvé à l'intérieur de l'homme, dans sa relation à Dieu, à autrui et à lui-même.
1. L'islam et la sérénité de l'âme. Dans la tradition islamique, le bonheur véritable, appelé Saada, est intimement lié à la proximité avec Dieu, Allah. Le Coran rappelle à plusieurs reprises que la paix intérieure ne se trouve pas dans les biens matériels, mais dans le rappel constant de Dieu, dhikr. Le verset coranique dit, en vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent, sourate 13, verset 28. Le bonheur en islam réside dans l'équilibre, équilibre entre les besoins matériels et spirituels, équilibre entre la justice sociale et la piété individuelle, la prière, salat, le jeûne, psaume, l'aumône, zakat, et le pèlerinage. Hajj, sont autant de pratiques qui permettent au croyant de purifier son âme, de renforcer sa foi et de vivre en harmonie avec sa communauté. L'islam invite aussi à la gratitude, shukr, et à la patience, sabre, deux vertus essentielles pour atteindre la sérénité intérieure. Ainsi, le bonheur n'est pas une quête égoïste mais un cheminement spirituel, une façon de s'élever vers Dieu tout en vivant de manière juste et équilibrée avec les autres. 2. Le christianisme et la béatitude. Dans la tradition chrétienne, le bonheur véritable ne se réduit pas au plaisir terrestre, mais se manifeste dans la communion avec Dieu et l'amour du prochain. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, déclare les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 3. Ces paroles soulignent que le bonheur chrétien ne se trouve pas dans la richesse ou la puissance, mais dans l'humilité, la charité et la miséricorde. Le christianisme met également l'accent sur la joie intérieure, fruit de la foi et de l'Esprit Saint. Saint Paul écrit, « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur » Philippiens 4,4. Même dans l'adversité, le croyant peut trouver une paix et une joie durables grâce à sa confiance en Dieu. L'amour, au centre du message chrétien, est aussi une clé du bonheur. Aimer son prochain, pardonner, servir les autres, ce sont des attitudes qui libèrent l'homme de l'égoïsme et ouvrent son cœur à la vraie joie. Ainsi, le bonheur chrétien est un don reçu dans la relation à Dieu et vécu dans l'amour désintéressé des autres. 3. Le bouddhisme et la libération de la souffrance. Le bouddhisme, quant à lui, aborde la question du bonheur à travers la compréhension et la cessation de la souffrance. Selon l'enseignement de Bouddha, toute existence est marquée par le dukkha, c'est-à-dire l'insatisfaction et la souffrance. La voie vers le bonheur passe donc par l'éveil et la libération de ces attachements qui causent la douleur. Le Bouddha a enseigné les 4 nobles vérités et l'octuple sentier comme chemin vers la paix intérieure. La méditation, la pleine conscience et la compassion sont des pratiques essentielles qui permettent de calmer l'esprit, de cultiver la sagesse et de développer une profonde sérénité. Le bonheur bouddhiste ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une transformation intérieure. C'est en se libérant du désir excessif, de la haine et de l'ignorance que l'homme accède à la joie durable. Ainsi, le bonheur est une illumination, une paix profonde qui transcende les hauts et les bas de la vie. Le bonheur et la psychologie moderne. La psychologie moderne a profondément transformé notre compréhension du bonheur. Si, pendant longtemps, la psychologie s'est concentrée sur les troubles mentaux et la souffrance, le tournant du XXIe siècle a vu émerger une nouvelle approche, la psychologie positive. Ce courant, initié notamment par Martin Seligman, s'intéresse non plus seulement à ce qui rend l'homme malade, mais à ce qui le rend heureux et épanoui. Ce chapitre explore les grandes théories, les découvertes et les applications pratiques de la psychologie moderne autour du bonheur. 1. Freud, le bonheur limité par le principe de réalité. Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse, considérait que le bonheur absolu était difficilement atteignable. Selon lui, l'homme est tiraillé entre ses désirs inconscients et les contraintes du monde extérieur. Le principe de plaisir, moteur de nos pulsions, se heurte au principe de réalité, qui impose des limites et des frustrations. Pour Freud, le bonheur n'est pas un état durable, mais plutôt des instants éphémères de satisfaction. Lorsque le désir rencontre sa réalisation. Ainsi, la psychologie moderne a hérité de cette vision réaliste, qui invite à reconnaître que la souffrance fait partie intégrante de la condition humaine. 2. Maslow, la pyramide des besoins et l'accomplissement de soi. Abraham Maslow a proposé une approche différente avec sa célèbre pyramide des besoins. Selon lui, l'homme poursuit une hiérarchie de besoins physiologiques, sécurité, appartenance, estime de soi, et enfin accomplissement de soi. Le bonheur, dans cette perspective, se trouve dans la réalisation du plein potentiel de l'individu, lorsqu'il atteint auto-actualisation. Cette vision optimiste a profondément marqué la psychologie moderne en insistant sur le développement personnel, la créativité et l'épanouissement comme condition d'un bonheur authentique. 3. Seligman et la psychologie positive, le modèle PERMA. Martin Seligman, fondateur de la psychologie positive, a proposé le modèle PERMA pour définir les composantes du bonheur durable, les émotions positives, P, l'engagement, E,
les relations, R, le sens, M pour meaning, et l'accomplissement, A. Ce modèle met en lumière que le bonheur n'est pas seulement une question de plaisir, mais aussi d'engagement profond dans ses activités, de qualité des relations sociales, de sentiment d'avoir une vie qui a du sens et de réussite personnelle. La psychologie positive a ouvert la voie à de nombreuses recherches et pratiques visant à cultiver le bonheur au quotidien. 4. Le rôle des émotions, positives et négatives. La psychologie moderne insiste sur le rôle central des émotions dans l'expérience du bonheur. Les émotions positives, joie, gratitude, enthousiasme, favorisent la résilience, la créativité et la santé. Mais les émotions négatives ne doivent pas être rejetées, elles jouent un rôle protecteur et adaptatif. Par exemple, la peur peut prévenir un danger, la tristesse peut favoriser l'introspection. Le bonheur n'est donc pas l'absence de négativité, mais un équilibre émotionnel, où l'on apprend à gérer ses ressentis de manière constructive. 5. Les relations sociales et le bonheur. De nombreuses études montrent que les relations humaines sont l'un des déterminants majeurs du bonheur. Les liens affectifs, l'amitié, l'amour, la famille et même les relations professionnelles contribuent au bien-être psychologique. L'homme est un être social, et son bonheur dépend largement de la qualité de ses interactions. La solitude prolongée, en revanche, est associée à l'anxiété, la dépression et une diminution de la longévité. La psychologie moderne met donc en avant l'importance de cultiver des relations saines, basées sur la confiance, le soutien et la réciprocité. 6. Les neurosciences du bonheur. Les progrès en neurosciences ont permis de mieux comprendre les bases biologiques du bonheur. La sécrétion de neurotransmetteurs comme la dopamine, plaisir, motivation, la sérotonine, humeur, équilibre, et l'ocytocine, attachement, confiance, jouent un rôle essentiel dans notre bien-être. De plus, la méditation et la pleine conscience ont montré des effets mesurables sur le cerveau en renforçant les zones liées à la régulation émotionnelle et à l'attention. Ces découvertes confirment que le bonheur n'est pas seulement une construction psychologique, mais aussi un état qui s'ancre dans la biologie humaine. Bonheur et société moderne. Le monde moderne est marqué par des progrès technologiques, économiques et sociaux sans précédent. Pourtant, les enquêtes mondiales révèlent un paradoxe. Malgré une meilleure qualité de vie matérielle, beaucoup d'individus se sentent stressés, anxieux ou insatisfaits. Le bonheur, autrefois lié à la survie et à la communauté, semble aujourd'hui se confronter à de nouveaux défis, rythme effréné, individualisme, pression sociale et illusion numérique. Ce chapitre explore les dimensions sociales, économiques et culturelles qui façonnent notre rapport au bonheur dans la société contemporaine. 1. Le travail et le bonheur. Le travail occupe une place centrale dans nos vies modernes. Il peut être source d'épanouissement, d'identité et de réalisation personnelle, mais aussi de stress, de burn-out et de déséquilibre. De nombreuses études montrent que ce n'est pas la quantité d'heures travaillées qui rend heureux, mais la qualité du travail. Autonomie, reconnaissance et sentiment d'utilité. Un emploi perçu comme vide de sens engendre au contraire frustration et détresse psychologique. Ainsi, trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est devenu un enjeu majeur pour préserver le bonheur individuel. 2. L'argent et la consommation. La société de consommation véhicule l'idée que l'accumulation de biens procure le bonheur. Certes, l'argent contribue au bien-être, surtout lorsqu'il permet de couvrir les besoins fondamentaux, manger, se loger, se soigner. Mais au-delà d'un certain seuil, les études montrent que son impact sur le bonheur diminue. Acheter toujours plus ne garantit pas une satisfaction durable, car l'homme s'habitue rapidement à ses possessions. Le vrai défi est donc de transformer l'argent en expérience enrichissante, comme voyager, partager, apprendre, plutôt qu'en simples objets matériels. 3. Les réseaux sociaux et la comparaison sociale. Les réseaux sociaux sont devenus omniprésents dans nos vies. Ils offrent des opportunités de connexion et de communication inédites, mais ils véhiculent aussi une illusion, celle d'un bonheur permanent et idéalisé. Les comparaisons constantes avec les autres, leurs voyages, leurs réussites, leur apparente joie de vivre, peuvent générer frustration, jalousie et sentiment d'infériorité. La psychologie moderne parle d'effet vitrine. Les individus ne montrent en ligne que les aspects positifs de leur existence, accentuant le décalage avec la réalité. Ainsi, l'usage excessif des réseaux sociaux peut réduire le bien-être au lieu de l'augmenter. 4. La santé et le bien-être physique. Le bonheur ne se résume pas à un état psychologique, il est intimement lié à la santé du corps. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil suffisant sont des piliers du bien-être. La société moderne, marquée par la sédentarité et le stress, menace parfois cet équilibre. Cependant, la prise de conscience grandissante de l'importance de la santé holistique encourage de plus en plus d'individus à adopter des pratiques favorisant le bien-être global, telles que le yoga, la méditation ou la marche. 5.
Les inégalités sociales et le bonheur collectif. Le bonheur ne se vit pas seulement à l'échelle individuelle, il dépend aussi des conditions sociales. Les sociétés marquées par de fortes inégalités économiques connaissent en général des niveaux de bonheur plus faibles. La pauvreté, la marginalisation et l'exclusion sociale alimentent la frustration et le mal-être collectif. À accent grave. L'inverse, les pays qui investissent dans la solidarité, l'éducation et la santé publique favorisent une perception positive de la vie. Ainsi, le bonheur moderne doit être pensé, non seulement comme une quête personnelle, mais aussi comme une responsabilité sociale et politique. Le bonheur et la philosophie occidentale. Depuis l'Antiquité, les philosophes occidentaux se sont interrogés sur la nature du bonheur et les conditions pour y accéder. Pour certains, il est un idéal à atteindre, pour d'autres, une illusion inaccessible, qu'il soit lié à la vertu, au plaisir, à la liberté ou à la création de sens, le bonheur demeure une question centrale de la réflexion philosophique. Ce chapitre propose un voyage à travers les grandes figures de la pensée occidentale, afin de comprendre leur vision du bonheur et leur pertinence dans notre époque contemporaine. 1. Aristote et l'eudaimonia. Aristote considérait le bonheur, eudaimonia, comme le but ultime de la vie humaine. Selon lui, il ne s'agit pas simplement d'un état de plaisir, mais d'un accomplissement profond qui résulte de la pratique de la vertu et de l'équilibre de vie. Le bonheur n'est pas instantané, il se construit dans la durée, par l'exercice de la raison et la recherche du juste milieu entre les excès. Cette conception souligne l'importance d'une vie harmonieuse, orientée vers le bien commun et le développement des capacités humaines. 2. Épicure et le plaisir. À l'opposé d'Aristote, Épicure plaçait le plaisir au cœur du bonheur. Mais il ne s'agissait pas de rechercher des excès, bien au contraire. Pour Épicure, le véritable bonheur réside dans les plaisirs simples, l'absence de douleur, ataraxie, et la tranquillité de l'âme. Se libérer de la peur, en particulier celle de la mort, est une condition essentielle pour accéder au bonheur. Son enseignement invite à privilégier la modération et à savourer les joies quotidiennes, plutôt qu'à courir après des désirs illimités. 3. Les stoïciens, la maîtrise de soi. Les stoïciens, tels que Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle, affirmaient que le bonheur dépend uniquement de nous-mêmes, puisque nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur, il est vain de chercher le bonheur dans les biens matériels ou les événements. La clé réside dans la maîtrise de soi, le détachement des désirs superflus et l'acceptation de ce qui échappe à notre volonté. Le bonheur est donc une sérénité intérieure, une paix de l'âme qui ne vacille pas, même face aux épreuves de la vie. 4. Kant et la moralité. Pour Kant, le bonheur ne peut pas être défini universellement, car il dépend des désirs et inclinations de chacun. Cependant, il estimait que la recherche du bonheur ne devait pas primer sur la moralité. Ce qui compte avant tout, c'est d'agir par devoir et selon la loi morale universelle. Ainsi, le bonheur véritable serait une conséquence indirecte de la vertu et de l'action morale, plutôt qu'une fin poursuivie égoïstement. Cette vision replace la morale au centre de la quête humaine. 5. Nietzsche et le bonheur tragique. Nietzsche rejetait l'idée d'un bonheur facile ou confortable. Pour lui, la vie est marquée par la souffrance et le tragique, et le véritable bonheur consiste à les assumer pleinement. Il prenait l'amour du destin, amor fati, et le dépassement de soi à travers la création de valeurs nouvelles. Le bonheur nietzschéen n'est pas une sérénité paisible, mais une affirmation intense de la vie, avec ses épreuves, ses luttes et ses grandeurs. C'est un bonheur exigeant, réservé à ceux qui osent se confronter à eux-mêmes et au monde. 6. Philosophes modernes, Sartre et Camus. Au XXe siècle, Sartre et Camus ont prolongé cette réflexion. Pour Sartre, l'homme est condamné à être libre, il doit choisir et assumer ses choix. Le bonheur ne vient donc pas de règles préétablies, mais de la responsabilité de créer sa propre existence. Camus, de son côté, voyait la vie comme absurde, mais estimait que l'homme pouvait être heureux en acceptant cet absurde et en y opposant une révolte lucide. Le bonheur est alors une création de sens, malgré l'absence de finalité ultime. C'est tout pour aujourd'hui dans ce vidéo, j'espère que vous avez adoré ce sujet, je sais ça a été trop long, mais ce n'est rien, et bonne journée.